Bonjour Isabelle, comment tu vas? Salut Tom, bah, je vais très bien. Merci pour cette occasion de parler avec toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. On va être honnête, on se connaît pas plus que ça. C'est Non, une entrepreneuse en commun qui nous a mis du coup en relation et carrément. je me suis dit que le sujet du jour allait vraiment passionner, je pense, les auditeurs puisqu'on va parler notamment de gamification. Bah écoute, de toute façon, moi je serais passionnée pour tout le monde, hein. Si ça, si ça en inquiète quelques-uns, c'est un sujet dont je peux parler pendant des journées. Donc Voilà. avec grand plaisir d'échanger là-dessus. Bah, effectivement, on va prendre le temps d'aborder tout ça parce que ça peut vraiment être game changer dans la stratégie et surtout dans la croissance d'une entreprise. Yes. Mais voilà, avant de parler de tout ça, j'aime bien commencer par la fameuse question. Isabelle, est-ce que tu peux te présenter en une phrase? Waouh, une phrase. C'est dans le une phrase que ça va être plus compliqué. Alors, si je devais me présenter en une phrase, eh bien, mon activité, c'est d'être metteur en scène d'idées. C'est d'accompagner des personnes à illustrer leurs idées pour faire en sorte que, eh bien, elles ne passent pas à la trappe, elles ne passent pas inaperçues et qu'elles aient un impact dans la vie des gens. Donc ça, c'est pour mon métier. Et OK. puis après, qui je suis, vaste programme. On va justement découvrir tout ça parce que encore une fois, le petit enjeu du démarrage, c'est de découvrir, la Isabelle étant petite. Donc j'aimerais bien que tu me parles de toi, de ton cadre de vie, ton cadre familial. Voilà, est-ce que tu avais des parents entrepreneurs? Est-ce que tu avais des frères ou des sœurs? Voilà, parle-nous un petit peu de toi. OK, allez, je m'allonge sur le canapé, tu fais le psy, Tom. C'est ça, exactement. Eh bien, bah, moi, j'ai grandi à la campagne, à Jarnac, à côté de Jarnac. C'est pour ceux qui connaissent, c'est là où est enterré, Mitterrand et où il a vécu une partie de sa vie et c'est tout ce pourquoi Jarnac est connu. Et voilà donc campagne, j'ai une sœur, une petite sœur et puis, ben, non, j'ai pas dans mon entourage j'avais pas du tout d'entrepreneur. Je me suis longtemps justement posé la question de: «Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire dans ma vie?» Ça a été la question principale qui a occupé, beaucoup de ma jeunesse et cetera et puis c'est au moment où j'ai eu, 34 ans où j'ai monté mon entreprise, que j'ai enfin compris que j'étais faite pour être entrepreneur. Et comme j'avais pas d'exemple dans mon entourage, parce que mon papa était ouvrier, ma maman était imprimeur et ma maman, elle était femme au foyer. Bah, autant te dire que voilà. Et puis le reste de la famille, il y avait un entrepreneur qui s'est découvert aussi sur le tard, un oncle. Et l'image que j'en avais, c'était de quelqu'un qui bossait tout le temps, qui Mmh. fumait des clopes, qui buvait des whisky pour tenir, je sais pas comment il faisait du café, il tournait whisky café. Bon voilà, il a eu un AVC, assez jeune et puis c'était fini. Donc si tu veux, l'entrepreneuriat, c'était pas voilà, puis j'étais plutôt dans une famille où, les entrepreneurs, bon voilà, c'est les patrons, ils font ci, ils font ça, voilà. Et donc il y avait vraiment des phrases, j'étais là: «Bon bah vraiment c'est Ouais, pas j'ai pas du effectivement, tout envie de rentrer dans cette case», tu vois? Donc ça peut voilà. se comprendre, ouais. OK, trop bien. Du coup, ta jeunesse, ton école, ça s'est passé comment toi? Est-ce que tu aimais l'école? Est-ce que tu étais, la petite enfant modèle ou, un petit peu déjà tu avais des lacunes, des choses comme ça? J'essayais on va dire, de me maintenir dans une moyenne. J'étais pas mauvaise, mais j'étais pas dans les meilleures non plus. Après voilà, j'ai toujours été une grande rêveuse et j'aime dessiner, j'aime peindre. Donc j'avais voilà, la phrase que disaient tous les profs, c'était: «Bon, et ça serait bien qu'Isabelle revienne sur terre Mmh. pour nous OK. parler ou alors qu'elle se taise parce qu'elle parle trop avec, les gens». Donc voilà, il y avait vraiment ce côté rêve, illustration. Moi, j'aime les belles choses, tu vois? Je sais pas si on verra une vidéo, quand c'est monté sur YouTube ou pas. Oui. Et tu vois, mon univers, moi, tout est peint, tous mes murs. Moi, je fais des fresques, et du coup, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc l'école, fallait apprendre, fallait y aller. Aujourd'hui, ce que je pense de l'école, si j'avais dû décider moi maintenant d'aller à l'école, bah, j'y serais pas allée. J'aurais fait bien autre chose. Et voilà, après, ben, justement, ben, moi, peu importe, enfin, c'était pas forcément l'école, c'était de savoir, en fait, qu'est-ce qui était important dans ma vie? Qu'est-ce qui allait, faire que, ben, j'allais avoir une vie de rêve et pas rêver ma vie, tu vois? C'était vraiment, quelque chose qui était très présent chez moi. Et mes parents, ils comprenaient pas, en fait, pourquoi j'avais autant de mal à choisir. Même ma sœur, elle était depuis toute petite, elle a eu, des problèmes, de diction, donc elle a été chez une orthophoniste et depuis qu'elle a, 5 ans, elle veut être orthophoniste, tu vois? OK. Donc c'était simple pour mes parents. Ma sœur, elle sait ce qu'elle veut. Mais par contre, moi, j'étais, la brebis galeuse qui est là, bon, bah, je sais pas, alors je m'essaye à prof de sport, à animatrice, sport en club vacances,
j'ai été commerciale, j'ai fait à peu près tous les métiers, en fait. J'ai travaillé dans les agences de pub, j'ai vraiment été tâtée de partout où je pouvais imaginer m'épanouir et sans jamais vraiment trouver de solution jusqu'à ce que je monte, mon entreprise. OK. Mais justement alors, bon, si on doit faire, une synthèse de ton parcours scolaire, c'est pas un truc qui t'a traumatisé, même si Non. tu avais peut-être un petit décalage par rapport aux attentes, en tout cas des professeurs, tu en gardes quand même un bon souvenir? Oui, j'en garde un bon souvenir, après c'est des moments aussi, de doute. Enfin moi, voilà, c'est le doute. Ce que ça représente, c'est le doute, tu vois? Ouais, c'est Je sais pas comment intéressant. toi tu l'as vécu, mais Il y aurait des choses à dire effectivement, il y aurait des choses à dire. Non, mais tu vois, parfois je reçois des personnes où, tu es la première de la classe, tout se passe très bien, l'élève modèle et cetera et en fait, dans leur esprit, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire et donc ils construisent tout leur parcours, vers cette voie-là, quoi. ah ouais, non, non, moi, c'était doute. En fait, j'avais pas la carte. Si j'avais eu la carte entrepreneuriale, dans les mains, à un moment donné, tu vois? Et ça, pour moi, je trouve que justement, il y a une certaine, inégalité des chances là-dessus parce qu'en gros, c'est en train de se démocratiser et aujourd'hui, clairement, être entrepreneur, bon, je sais pas si c'est un biais cognitif parce que je baigne dedans, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile, ne serait-ce qu'en termes administratifs et tout, de monter une boîte, c'est beaucoup plus, accessible et on en parle. De toute façon, il y a une telle précarité aussi au niveau de l'emploi que je pense que de toute façon, voilà, c'est un sujet qui arrive de plus en plus sur la table et une option même pour les plus jeunes. Mais moi, c'était pas du tout ça, en fait. Donc, ça devait être et j'envoie des lettres de motivation et je fais en sorte d'être, embauchée dans une entreprise et si possible, que, ça tienne dans les rapports, dans les rapports avec ma hiérarchie parce que moi, j'avais de ça aussi quand j'étais salariée. Mais quel drame! Enfin, je veux dire, j'ai vécu drame sur drame. J'étais pas du tout épanouie dans les entreprises, voilà, j'étais intéressée et motivée dans la 1re année parce que j'avais envie de tout révolutionner, j'avais plein d'idées. Du coup, bah, ça plaisait aux gens et cetera. Sauf qu'au bout d'un moment et en fait, ils disaient: «Bon, meuf, tu vas revenir à ta place parce que tu as pas été embauchée pour, parler à tous les corps de métier et tous les services. Tu vois, t'es pas l'entrepreneur de cette boîte, donc tu vas gentiment revenir là où tu dois être». Et c'est là où en fait je m'emmerdais à mourir, quoi. Parce que, bah, j'étais cantonnée à une seule chose et pour moi, des fois, je me disais: «Ah tiens, mais ça, en fait, ça pourrait aller mieux si il y a telle et telle autre chose qui bouge dans la boîte, en fait». Et cette incompréhension et cette, comment dirais-je? Ouais, le fait d'être cantonné à une seule chose, m'exaspérait et m'ennuyait au possible. Et c'est pour ça que j'adore tellement être entrepreneur parce que je veux dire, il y a pas un jour qui se ressemble, tu fais tout. C'est Tu es aux vrai. commandes de tout et ça, c'est chouette. Multicasquette, Ouais, effectivement. c'est ça. OK. Si on doit juste, terminer sur la partie, études, toi, tu as suivi quoi comme études? Quel diplôme tu as eu? Alors, moi, j'ai fait, bah, justement, j'ai fait une licence, un bachelor donc j'ai fait un UT Tech Deco et puis après j'ai fait, un bachelor, en Angleterre, parce que mon intention c'était, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, ce que j'apprends à l'école, allez, je pense que ça va me servir à 10 et encore si je suis chanceuse». Mais par contre, il y a une chose qu'il faut que j'ai, c'est qu'il faut que je parle anglais. Donc du coup, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, le DUT, il faut que je parte en Angleterre». Donc je suis partie en Angleterre et j'ai tout fait pour, rester avec, des Anglais. J'étais dans un petit village, à côté, de la grande ville où j'avais mon université et j'étais baignée avec des Anglais, donc ça, c'était chouette. Et puis, en fait, il y a tout le monde après ça qui s'est dit, enfin tous mes potes, ils se sont dit, «Bon, bah, voilà, on postule pour l'école de commerce». C'était, on va dire la voie, que tout le monde prenait, quoi. Et je me suis dit: «Mais en fait, les gars, mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille foutre en école de commerce? Je sais même pas ce que je veux faire, j'ai même pas la moindre idée, quoi». J'ai fait un bachelor en management, marketing, je sais plus quoi, enfin bref, j'ai même plus le nom, c'est te dire, enfin voilà, c'est management des équipes et cetera, et un bachelor européen, enfin bref. Donc du coup, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Donc j'étais là, mais je vais pas m'engager dans quelque chose où j'ai aucune idée. Donc c'est là où je me suis dit: «Ben tiens, allons découvrir la vie». Donc je suis allée à Lyon, j'ai fait, des petits boulots de serveuse, j'ai vendu des chaussures, j'ai vendu de l'encens, j'ai vendu, j'ai voilà, je me suis vraiment posé, des questions et puis après, je me suis dit: «Bon ben, bah, en fait, peut-être qu'une école de commerce, en effet, ferait que ça m'ouvrirait des portes assez vastes». Mais j'ai voilà, j'ai tenté les concours d'école de commerce, j'ai bossé comme une folle. En fait, j'ai eu vraiment,
la vie a été très bien faite, c'est que j'ai été complètement paniquée pendant ces concours et j'ai quasiment rien pondu sur mes feuilles. J'étais en train de me poser 12 000 questions sur ma vie. J'étais: «Ah mais qu'est-ce que je fais là?» Voilà, donc bah, j'ai été prise dans aucune école et du coup, je me suis dit: «Ben, écoute, je pense que la vie a envie de me dire quelque chose». Tu des signaux, ouais. Voilà, elle est en train de me dire quelque chose et ça faisait longtemps que je voulais aller en Australie et que je voulais prendre du temps et ça tombait bien parce qu'en plus dans la même année, j'avais perdu ma maman. Donc je me suis dit: «Allez, c'est parti, prenons un recul de ouf sur la vie et partons loin». Et le plus loin possible que j'ai trouvé, c'était l'Australie, tu vois? Et C'était en voilà, je quelle suis année ça? partie. C'était en 2000, 2008, 2009. OK. Donc c'était quand Faut même pas que je me au gaffe. début, je veux dire, il y a eu après un gros boom des gens qui partaient justement en Australie. Tu étais arrivée un petit peu Ouais, avant? j'ai été juste avant, un peu avant. Voilà, j'ai peut-être OK, ouvert des voies. Tu me diras, je me suis peut-être. tellement éclatée que je comprends. J'en ai Bah, peut-être trop raconte-nous un parlé. petit peu, tu es restée combien de temps là-bas? Tu as fait quoi, Ouais, fameuse je ferme suis là? restée je suis restée 2 ans, en fait, j'ai pris un billet aller. J'ai pris un billet aller et voilà, comme je te dis, c'était un moment qui était dur aussi. Donc j'avais raté mes concours d'école de commerce, je venais de perdre ma maman, je venais de me séparer. Heu, Souvent tout arrive en même temps. ouais, j'étais partie de mon boulot de commerciale, je gagnais très, très bien ma vie, hein. J'étais commerciale, pour un magazine immobilier, et voilà, je vendais des espaces de publicité là-dedans et puis, bah, j'ai tout plaqué quoi. Voilà, j'ai fait: «Allez hop, on prend», tu vois? Enfin vraiment, le truc, je prends le billet et on verra plus tard quoi. Donc j'ai été passer 2 ans en Australie. Enfin, j'ai fait l'Asie du Sud-Est, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et j'ai bourlingué, mon objectif, parce que moi je mets toujours des intentions et des objectifs sur tout ce que je fais. Mon intention, c'était vraiment d'apprendre à me connaître dans les pires, enfin, dans des galères, quoi. Disons que je me suis mise dans des grosses galères et puis, j'avais pas beaucoup d'argent et voilà, en fait, je voulais bourlinguer, je voulais être proche de la nature, proche des gens et apprendre à enfin, savoir qui j'étais, en fait, parce que bon, après là, ça fait vraiment psy, mais j'étais en couple pendant longtemps justement, avant ça. J'ai eu 2 longues histoires d'amour et j'ai commencé à 16 ans. Donc si tu veux, je me connaissais pas vraiment, en fait. J'avais un peu fait les choses, mais pour les faire, sans me poser vraiment les bonnes questions et ou en tout cas en apprenant à me connaître vraiment, qui j'étais en fait. Pas parce que je suis avec telle personne ou pas parce que mes parents m'ont dit de faire ci ou ça ou pas, tu vois? Pas d'injonction en fait. Je voulais savoir OK. qui était Isabelle et comment en fait elle peut s'amuser et jouer avec la vie en fait, tu vois? Et du coup, ça a été une réussite, ces 2 ans? C'est la plus belle décision que j'ai prise, ouais. Ouais, ouais, j'ai vraiment, bah, déjà je suis revenue bilingue et puis ensuite, ensuite ouais, je me suis vraiment mise dans des galères, mais j'ai aussi apprécié énormément, être en compagnie de moi-même, tu vois? Ne serait-ce que ça. J'ai appris aussi notamment qu'en voyage, ben, pour être seule, il faut vraiment le vouloir. Donc voilà, j'ai pris des moments pour m'isoler, pour faire le point, quoi. C'est quoi le truc le plus ouf que tu as pu faire, et que tu as envie de partager là, en Australie? Un truc qui avait vraiment marqué mon voyage, c'est, j'ai passé, quasiment une semaine sur Fraser Island après avoir vu un film qui s'appelle, comment ça s'appelle ce film? C'est un gars qui part dans la nature là, Into the Wild. OK. J'avais vu ce film Into the Wild et puis du coup, je suis allée sur Fraser Island qui est une île en fait qui est peuplée de dingos et cetera et du coup, ben, je me suis, vraiment mise en danger là-bas. Alors je vivais dans la nature en fait. Il y avait Est-ce que tes personne. parents doivent écouter ça? Est-ce que ton papa a le droit d'écouter? Oui, je lui ai raconté, j'écrivais un blog à OK. l'époque, donc j'écrivais, toutes mes aventures. Bon, il y a des fois, il il frémissait, mais ouais, en gros, voilà, je suis allée sur cette île et je vivais, voilà, au bord des lacs, des randonnées, j'étais vraiment into the wild, quoi et je faisais mes petits repas, je regardais les nuages passer, enfin bref, c'était fantastique. Mais je me suis fait attaquer par des dingos une nuit là-bas parce que, j'avais du jambon dans ma tente, tout simplement, mon pique-nique OK. et ils l'ont senti et en fait, c'est des, alors je j'ai pas le nom en français, c'est scavenger en anglais, charognards, voilà. C'est des charognards et du coup, c'est quand même des bêtes, ben, qui sont entre le loup, la hyène et le renard. Sympa, ouais, Ouais, sympa. c'est sympa et donc du coup, voilà, ils m'ont attaqué une nuit et j'ai vraiment flippé, quoi. Quand tu as des trucs qui hurlent, tu vois, comme des loups autour de toi, qui grattent la tente, tu vois? Je voyais, des griffes et tout. Enfin bref, ça a été un peu cauchemardesque. J'ai passé une sale nuit, mais voilà, c'était que des expériences comme ça, à faire du stop à des endroits de fou,
et sortir de croisière, rencontrer des gars et partir sur un bateau alors que je les connais pas. Enfin voilà, je me mettais Il y en avait quand même une danger. sorte, d'insouciance, j'ai l'impression à cet âge-là, non? En fait, le but, c'était de savoir jusqu'où je pouvais aller pour, comment dire? Tester les limites de la vie, quoi. De ma chance peut-être, de ma bonne étoile, j'en sais foutrement rien et puis d'apprendre à me faire confiance, en fait. De voir que finalement, il y a pas d'interdit. Moi, j'ai forgé toute ma confiance à ce moment-là, en fait. J'ai été de me mettre dans toutes les situations, jour comme nuit, voilà, j'ai dormi dans la rue, j'ai rencontré des gens, j'ai vraiment c'était le but ultime, savoir OK, qui je trop suis. bien, cool. Ouais. Et tu disais que du Ouais. coup, tu avais un blog, en parallèle. Ça veut dire que tu avais déjà finalement un petit pied dans le «monde digital» entre guillemets, à cette époque-là? Ouais, mais c'était pas il y avait aucune, intention, j'en ai jamais rien fait d'ailleurs. C'était sur MySpace, je crois, à l'époque, Oui, à l'époque, ouais. tu vois? Et le seul but, c'était de tenir ma famille au courant. Parce que j'avais pas forcément tout le temps internet, parce que je pouvais pas enfin ou même les appeler, enfin j'étais souvent dans des endroits, hyper reculés, dans la jungle quoi, enfin vraiment, donc j'écrivais sur des cahiers ou ouais, ou j'allais dans des, comment ça s'appelle ces trucs-là où tu sais, il y a plein d'ordinateurs et tu voilà, j'ai des computer Cyber, center, ça ouais, je s'appelait sais plus cyber exactement. center, des trucs comme ça et dès que j'avais un moment, dès que je pouvais me caler, dès que j'avais voilà mes cahiers et tout, j'écrivais en fait ce qui se passait, les trucs chouettes comme les trucs dramatiques que je vivais et ça leur permettait d'avoir un espèce de journal de ce qui se passe dans ma vie, quoi. Voilà. D'ailleurs, il faudrait que je OK. retrouve ces trucs-là parce que j'avais voulu à un moment donné en écrire un livre et puis, la flemme. Bon, peut-être pour le futur, Pour mes vieux jours. c'est ça. Du coup, tu passes 2 ans là-bas, donc j'entends que c'est une expérience de dingue. Tu apprends à te connaître, tu forges du coup ta confiance en toi. Quand tu rentres en France, forcément, il y a un petit décalage aussi avec ce que tu as pu vivre pendant 2 ans. Qu'est-ce qui se passe, à ton retour et vers quoi finalement tu t'orientes? Bah, ce qui se passe, c'est qu'il a fallu atterrir. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui faisaient, les saisons. Je sais pas si tu en as déjà fait des saisons, tu Ma tu peux sœur, elle faire est un peu allée là-bas pour faire les saisons, ouais. ouais, du coup, moi, je me suis dit: «Ben, quand je rentre d'Australie, je vais faire les saisons», j'ai bossé aux Arcs 1950, là, dans ce super, village, qui ressemble à Disney. J'étais réceptionniste de nuit parce que la journée, je skiais. Voilà, je dormais pas beaucoup à cette époque. Et du coup, voilà et du coup, bah, pareil, je me suis posé des questions et cetera. Donc j'ai fait plusieurs, petits boulots dans les stations, ça a duré, 1 an et demi. Et puis je me suis dit: «OK, bon maintenant on a atterri» parce que bon, moi en revenant d'Australie, je me voyais pas j'ai fait ça parce que je me voyais absolument pas, rester derrière un bureau, enfin tu vois statique, donc j'ai été animatrice club d'enfants, j'étais animatrice sportive pour adultes, j'étais animatrice de soirée. J'ai été barman, enfin voilà, j'ai fait les saisons, dignement. J'ai bien fait la fête aussi. Donc c'était une petite transition. Je travaille, je reviens en France, mais Mmh. je continue à faire bien la fête et bien ce que je veux. Et puis après, bah, là, je me suis reposé la question: «Est-ce que je reprends des études? Qu'est-ce que je veux faire?» Voilà, donc la grande question qui revient toujours sur le tapis. Et puis, bah, je suis retournée faire mes études. Donc à 25 ans, j'ai repris une licence, voilà, une licence en marketing communication pour travailler dans les agences de pub. C'était mon idée, c'était être chef de projet. C'est ce que je OK, voulais faire, voilà et du coup, ben, ça s'est très bien passé. J'ai eu mon diplôme et puis, je l'ai fait en alternance parce que je voulais, bosser en même temps et avoir, la mise en pratique. Donc j'ai bossé en agence de pub et puis, bah, là, ça a été aussi la douche froide parce que je m'imaginais plein de choses, beaucoup plus, enfin, je m'imaginais un autre truc, en fait. C'était sympa. Je travaillais avec des gens, complètement barrés, mais mais il manquait des choses. Bah, en fait, il me manquait la dimension entrepreneur, en fait. C'est-à-dire que je gère les choses, en fait, d'un bout à l'autre. Je suis pas juste un pion dans l'échiquier, quoi. Donc surtout en alternance où tu pas 100 finalement de ton poste, donc tu fais des morceaux à chaque ouais, fois, tu vas bah, jamais après le jusqu'au truc, bout. c'est que j'ai été embauchée dans cette boîte, en fait. OK, Donc ils t'ont gardé. voilà, vu que ça se passait bien et tout ça, donc j'ai été embauchée, donc mais ouais, je savais pas que j'avais besoin de tout pas maîtriser ni contrôler, mais avoir, en fait, la main sur tout, en fait, sur toutes les parties d'une entreprise. OK. Voilà, donc
d'agence de pub en agence de pub, je me suis dit que finalement c'était pas l'agence de pub, le problème, c'était moi. Et et puis, voilà, le dernier boulot que j'ai eu, j'ai fait un burn-out. J'étais vraiment très, très mal. J'étais vraiment plus du tout alignée au fait d'être salariée tout simplement. Et du coup, je suis partie à La Réunion, l'île, dont je suis originaire. Parce que j'avais lu une phrase qui disait, «Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens». Je suis repartie aux sources. Je me suis dit: «Mon île va peut-être me parler, va peut-être me donner des réponses parce que là, clairement, je sais pas trop où je vais là». Parce que je me suis dit: «Mais en fait, mais à qui tu une lettre de motivation? Tu absolument pas motivé, quoi». Mmh. Et là, je me suis dit: «Bon, voilà, je vais prendre les choses en main. Je sais pas ce que je vais monter comme entreprise, mais je vais monter ma boîte». Voilà, au Ça y bout est, d'un tu eu mois et ce demi, ce déclic de te dire, «Faut que je me ouais. lance et que je tente». Pareil, en fait, tu vois? Je suis partie dans la jungle, randonner, rencontrer des gens, bourlinguer à La Réunion, revoir ma famille et tout et ça m'a connectée à qui je suis, en fait et à ce que je voulais faire et du coup, je me suis dit: «Écoute meuf, voilà, là, il y a pas d'option B maintenant. Il y a l'option A et on y va et puis, on va trouver un truc, il faut que ça marche». OK. Tu quel âge du coup? C'était en quelle année? Je sais pas en quelle année parce que je suis très mauvaise à ça, mais j'avais, 3 30. ouais. OK. Alors du coup, tu te lances? Et du coup, je me lance. Voilà, pareil, je vais voir des gens, je pose des questions. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut être entrepreneur et tout ça et puis voilà, puis après là, ça a été, une construction. Ça fait 8 ans donc que Press Effect existe, j'ai affiné, tout du long. Donc concrètement, quand tu pars enfin quand tu démarres, tu avais une idée quand même un petit peu de ce que tu voulais, insuffler ou, c'était vraiment freestyle et tu as fait ça au J'ai compte-gouttes? fait la liste de ce que j'aimais, puisque c'est ce qu'on me disait de faire aussi. Donc, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui vibre en toi? Qu'est-ce qui voilà. Donc à la base de Press Effect était, donc moi c'était de l'illustration, hein, parce que comme je te dis, j'aime dessiner et cetera. Le graphisme, c'était pas vraiment ma formation. Moi, j'étais plus en fait dans mes études, amenée à bûcher sur du management ou de la gestion de projet. Donc, je me suis formée toute seule comme une grande. J'ai pris des formations, Photoshop, InDesign, toute la clique, Canva, voilà, j'ai bossé j'ai regardé tous ces logiciels et tout ça et je me suis dit: «En fait, il y a un truc que j'aime faire et que je sais faire, c'est mettre en scène, enfin faire des choses harmonieuses». En fait, je m'étais posé ces questions parce que depuis toute petite, en fait, même quand, mes devoirs, je les rendais, c'était pas le contenu n'était pas forcément bon, mais la forme était très bien faite et j'avais toujours les félicitations, de mes profs là-dessus. Et je me suis dit: en fait, moi, ce que je sais faire, c'est faire en sorte que ce soit harmonieux, que ce soit beau et cetera». Et puis, il y avait ce côté, aussi, à force de me renseigner, de creuser sur ce que je voulais faire, je me suis dit: Tiens, j'adore regarder les conférences, moi, TEDx, des trucs comme ça, enfin, j'adore les conférences, mais il y en avait plein que je regardais et je trouvais que, voilà, c'était un peu pa les gens étaient un peu passifs, même les réunions que j'avais quand j'étais en entreprise et tout ça et je me suis dit: «Comment faire aussi quelque chose où les gens, quand ils présentent leurs idées, c'est bien illustré, c'est chouette, c'est beau, ça parle aux gens» parce que tu vois, ils peuvent, faire intervenir, par exemple, des métaphores ou voilà, ce genre de truc qui fait que tu regardes une conférence ou tu assistes à quelque chose qui est présenté, mais tu es captivé, en fait. Moi, mon but, c'était de rendre les idées captivantes et du coup, je me suis aussi posé la question de comment faire qu'un présentateur, sur scène ou, en webinaire soit passionnant et interagisse avec son audience. Donc ça a été un peu le point de départ. OK. Est-ce que tu te souviens justement de ton premier client que tu as signé et comment ça s'est passé? Ouais, mon premier client que j'ai signé, c'était, grâce à une agence, en fait, à Paris. Alors, voilà, comme j'étais en train de tâtonner tout ce que je voulais faire, je me suis dit: «Ce que je sais faire de mieux, moi, c'est aller vers les autres et me former auprès d'eux». Donc il y avait une agence qui bossait sur un logiciel à l'époque que j'utilisais qui s'appelle Prezi et qui était spécialisée là-dessus. Je sais pas si tu le connais? Ça me C'est dit du rien. PowerPoint, ils se sont enterrés tout seuls, OK. les pauvres. Mais à la base, c'était une bonne idée et c'était vraiment un logiciel, de dingo qui permettait de faire beaucoup de choses, et de zoomer notamment dans un cadre et de raconter une histoire en zoomant, dézoomant et avoir, des illustrations, vraiment de dingo et du coup, j'ai été me former chez eux. J'ai passé 2 semaines de stage gratos. Je leur ai dit: «Les gars, je viens chez vous, je bosse gratos, mais je veux savoir ce que vous faites et comment vous le faites». Et du coup, le gars, ça lui a bien plu, tu m'étonnes. Donc j'ai été chargée de faire la presse de l'entreprise et cetera, puis de voir un petit peu avec les équipes, récolter les informations.
Bref et du coup, bah, en fait, c'est lui, j'ai travaillé avec, ils travaillent dans les encres ces gens-là, je sais plus leur nom. Ils sont à Grenoble et il m'a dit: «Ben, si tu veux, je te file le contrat et tu parti». Donc OK. Ça t'a voilà, fait quoi c'était quand tu as eu ton premier contrat? Est-ce que tu peux révéler le prix ou pas? alors j'ai été payée 1 500 € pour, 2 journées de formation, ouais et ben, À en fait, l'époque, tu te trouvais ouais et ben, c'est marrant que tu me poses cette question parce que ça a été vraiment là où je me suis dit: «En fait, il y a un problème dans le fait de gagner de l'argent». c'est-à-dire? Parce que, bah, en fait, parce que j'ai été payée 1 500 €, donc j'ai eu un chèque, ils me voilà et ben, j'ai mis, je sais pas, 2 ou 3 mois à aller poser le chèque. Je ne me sentais pas légitime de poser ce chèque. Je me suis dit: «Mais attends, 1 500 balles pour 2 jours de boulot? Ah, tu Mais avais qui gagné un fait ça, quoi?» Ouais, voilà, enfin, j'étais là: «Mais non». Et du coup, bah, après je me suis beaucoup penchée sur, bah, justement le mindset, gagner de l'argent, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, beaucoup de choses par rapport à l'entrepreneuriat. Parce que je me suis dit: «En fait, l'entrepreneuriat, c'est pas juste je fais quelque chose, je rends service et puis, voilà». Il y a beaucoup de choses mmh. à déconstruire, à reconstruire, en fait. Mais du coup, ces 1 500, c'était toi quand même qui avais fait la proposition? Donc tu avais estimé que ça valait quand même 1 500 €, 2 jours de boulot? C'était la personne justement qui m'a cette personne, dans l'agence là qui m'avait parce que je lui avais dit: «Moi, je sais pas, je facture combien en fait exactement de Oui, jours de parce qu'au début, c'est formation?» ça, on sait pas vraiment combien on Ouais, va je lui dis: «Bah, tarifer. je fais quoi en fait?» Il me dit: «Bon, ouais, tu peux facturer entre 1 500 et 2 000 € quoi». Il me dit: «Moi, je facture plus parce que, ben, voilà, avec l'agence et tout, la renommée, on a plus d'expérience, mais si tu es OK là-dessus, va entre 1 500 et 2 000». Bon, évidemment, j'ai pris 1 500 Mmh. mais ouais, j'étais pas du tout à l'aise, d'encaisser ç OK. Ouais, c'est intéressant. Bah, du coup, je pense qu'on pourra faire une rétrospective jusqu'à aujourd'hui et comment justement, ça a évolué tout ça, quoi, cette ouais. relation à l'argent. Parce que, bah, c'est rigolo parce que tu sais, j'écris, moi j'écris beaucoup, hein, des petits carnets, des machins, je prends des notes. Surtout au début de mon entrepreneuriat où en fait, je sais pas si toi ça a été pareil, mais je vivais des montagnes russes émotionnelles, mais je pouvais passer du rire aux pleurs en 5 minutes, quoi. J'avais l'impression d'être d'être devenue complètement cinglos et de me dire, «Comment ça se fait que c'est j'avais toutes ces émotions de confiance des fois en moi, de genre je peux tout abattre et puis le lendemain, j'étais là: «Mais Mmh. mais meuf, mais tu es qu'une sombre merde, donc ferme bien ta gueule et fais autre chose quoi parce que là clairement t'as pas du tout les épaules pour ça et ça, le fait d'écrire, de faire du journaling m'a vachement aidée et souvent ben, maintenant que je fais, plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, heu, je reviens à ces petits cahiers pour relire des phrases du style: «Bon, le mois prochain, objectif, on encaisse 1 000 € et tu vois, c'était vraiment le bout du monde pour moi de voilà, Mmh. de me dire ça en fait. Comme quoi on démarre tous de quelque part et ça veut pas dire qu'on est limité et qu'il faut justement, se faire confiance et de Bah, continuer. gagner de l'argent et surtout alors moi la première fois que j'ai fait de l'argent avec mes formations donc en infoprenariat, j'étais en partenariat avec, une personne, hein, que j'avais rencontrée, par le biais d'une autre, voilà lors d'une galette des rois et voilà quelque chose de complètement informel et qui m'a dit: «Bah, viens, j'ai ma liste», c'est Mireille Zatek qui a tourné, monté, publié. Moi j'ai des infopreneurs, des coachs, tout ça qui auraient besoin de ton expertise sur la mise en scène d'idées, le fait d'illustrer pour faire des formations et cetera. Alors que moi, j'étais toujours partie dans mon truc, présis, faire des conférences interactives et cetera. Et du coup, elle me dit: «Ben, je te lance un défi. Dans 3 semaines, tu dois avoir fait ton webinaire et tu dois avoir le plan de ta formation, voilà, tu vas faire une form enfin, il faut que tu sortes une formation, quoi, parce que tu vas aider des gens et tout ça». J'étais là: «OK», parce que moi, j'aime bien relever des défis, donc des fois, je dis: «OK», mais je sais même pas dans quoi je mets les pieds. Voilà, mon pauvre, j'ai vécu l'enfer parce que, j'avais l'impression de passer le diplôme du webinaire, quoi. Ouais. Donc j'ai bossé comme une malade. Heureusement, je suis tombée sur la formation de David Venin qui m'a aidée, c'était son truc, genre, créer une formation, enfin, vends une formation avant de la créer. Eh Je sais oui. plus comment il appelait ça, parce qu'il y a toujours des noms un peu chelous, David. Et du coup, il expliquait aussi comment un peu construire son webinaire. Donc j'ai construit mon webinaire, mais ouais, j'étais je la l'heure avant de passer en ligne avec Mireille, on avait 300 inscrits et il y a eu 100 personnes, présentes. Mais je te jure, j'étais en train de chialer ma mère. J'ai cru que j'allais vomir tellement j'étais stressée, mais mal à un point. Et alors quand elle a dit: «Go, c'est parti, on lance le live», je te jure, mais c'est comme si j'avais fait ça toute ma vie, quoi. Mmh. J'avais un script, hein, tout était scripté à la lettre près, mais j'ai déroulé mon truc de ouf.
Donc j'avais une petite offre parce que bon voilà, il y avait rien. En fait, j'avais un plan. J'avais même pas la première slide d'illustré sur la formation. Donc j'ai vendu un plan et là en fait les ventes elles tombaient et pourtant c'était voilà, vas-y ça allait de 60 à 200 balles, OK. avec des différents accompagnements et tout. Et là Mireille elle me dit: «Oh putain mais ça vend de ouf!» Et là j'avais tu sais mon portable à chaque fois que ça faisait Le une vente, ça Stripe faisait là, ouais. gling. Ouais tu sais? Et j'avais mon chéri, je me souviens qui me dit: «Mais tu as encore vendu là?» Tu sais? Et il me dit: «Mais tu as rien en fait». Tu sais? Il me posait des questions, il me dit: «Mais tu sais, tu as pas de formation en fait et tu as vendu?» «Ah ouais d'accord, OK». Et ça vendait, ça vendait, ça vendait, j'étais là, toute la nuit, j'ai pas dormi parce que je voyais mon portable, je voyais que ça faisait des ventes, ça faisait des ventes et tout. Voilà. Tu À avais chaque vente, combien au total à peu près? j'ai fait 3 000 €. C'est OK. pas ouf, hein? J'ai fait, Ouais, je mais sais pour pas. du revenu passif et sans rien, au final, au début, tu te dis: «C'est incroyable». Ah non, mais j'étais là, mais c'est pas possible, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et surtout, mais qu'est-ce que je vais faire de ces gens? J'ai rien alors. Pour l'instant, j'ai rien et moi, ben, je voulais vraiment, faire quelque chose, d'hyper qualitatif et j'ai vraiment, mais construit l'avion en vol. C'est-à-dire que j'ai construit des méthodes en même temps que j'accompagnais les gens, quoi. J'étais là, mais moi, j'ai eu une sciatique, hein. J'ai eu un truc, j'ai été, bloquée, au lit, hem pendant, 3 mois après. Donc j'ai eu mon l'accompagnement et tout, mais vers la fin, j'ai mon chéri, il m'a même adapté mon portable pour qu'il soit, au-dessus de moi, tu sais, dans mon lit, en fait. Mais Mmh. n'importe quoi. Tellement j'étais stressée. En fait, tout ça m'avait énormément stressée et trop challengée et mais finalement, bah, voilà, je l'ai accouché, je l'ai accouché dans la douleur, mais je l'ai faite ma Tu l'as formation. faite, ouais. Et ça, ça a été du coup ton 1er pas vers l'infoprenariat? Mon premier, ouais, c'était la première, ouais. Est-ce que ça a été du coup une transition, qui s'est faite à 100 ou tu as continué d'accompagner, ponctuellement sur des journées, des boîtes, physiques ou des choses comme ça? J'avais, ouais, j'accompagnais des boîtes, en présentiel, en physique, bon qui ça me prenait beaucoup de temps. J'avais notamment j'ai formé l'hôpital de Marseille, j'ai travaillé avec Orange. Je travaillais quand même avec des grosses boîtes, j'avais développé après, des choses, mais l'infoprenariat en fait, je me suis dit: «Bon là, clairement si je veux avoir, un semblant de vie, plutôt que de passer le temps sur la route, tu sais, aller en présentiel et cetera, ben, Mmh. ça pouvait être vraiment une option, quoi». OK. Et donc ça, c'était en quelle année, si tu te souviens? Eh ben, écoute, 2017, 2018, 2019. Donc c'était avant le covid, ouais. Exactement, Donc tu as vu exactement. effectivement aussi toute l'émergence qu'il y a eu, puis qu'il y a pu avoir, des nouvelles Non, mais j'étais personnes en qui plein sont dedans, ouais. arrivées. J'étais en plein dedans quand j'ai commencé l'infoprenariat, ça faisait 2 ans maximum que l'Ornibox existait. Voilà et la première fois que j'en avais entendu parler de l'infoprenariat, c'était, bah, je faisais mon sport et j'avais pas encore YouTube Premium. J'étais pas assez riche. Et Tombé sur et une j'avais pub. vu, Théophile Hélier qui parlait de l'infoprenariat et tout avec une pub. J'étais là: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» Parce que moi, pour l'instant, j'étais, ouais, dans la formation présentielle et cetera, des choses assez, enfin, entreprise classique, quoi. OK. Beh, justement, on va revenir sur aujourd'hui. Est-ce que tu peux expliquer concrètement ce que, fait, Prez Effect? Alors nous, on est spécialisés dans la ludopédagogie, l'interactivité, des contenus. On se sert de ces leviers, de ces outils pour, faire en sorte de créer des formations en ligne qui soient impactantes, que les gens aient envie de suivre et qu'ils aillent au bout. Parce que, on voit beaucoup trop de gens acheter des formations et ne pas les suivre et parce que c'est chiant et que on n'a pas envie d'y retourner. Donc nous, notre credo, c'est voilà, c'est d'accompagner, coachs, formateurs, thérapeutes, créateurs de contenu à créer des formations en ligne qui soient, vraiment impactantes, qu'ils prennent plaisir à le faire. Et puis on utilise les mêmes leviers de la ludopédagogie et de l'interactivité dans le marketing pour, justement faire en sorte de lever, on va dire, le détecteur à marketing qu'ont les gens aujourd'hui sur le web. Mmh. Bon, avant de revenir sur la partie marketing et toutes ces fameuses promesses, Ludo, c'est, tout ce qui est gamification, c'est ça? Pour les gens Exactement. qui connaissent pas du tout? Le ludique, voilà, ça vient du mot ludique et ça vient du mot, enfin voilà, c'est le jeu en fait. Comment faire en sorte qu'il y ait du jeu? Alors le jeu, c'est évidemment, c'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment en fait, nous, le fait de créer un contenu où les gens sont en interactivité. C'est-à-dire que l'audience, que ce soit, des clients pour une formation ou en marketing, des gens qui sont face à un contenu, publicitaire ou autre, soit en interaction avec, en fait, qu'ils soient pas passifs.
Voilà, donc il y a vraiment ce côté, je suis le héros du contenu que je suis en train de consulter. Ouais. C'est intéressant parce que, bah, tu as dû le voir du coup et le vivre, c'est qu'en 2018 jusqu'en 2021-22 peut-être, c'était vraiment axé sur de la formation en ligne et il y avait pas spécialement d'accompagnement et donc les gens étaient en totale autonomie, pour le coup. Mais il y a eu cette vague où il y a eu un changement de paradigme aussi, où les gens en avaient marre, comme tu as dit. Les gens ne finissaient pas leur formation. Je sais pas vraiment quel est le taux finalement de personnes qui ne vont pas jusqu'au bout, mais je pense que c'est quand même important. Donc vu vous avez su aussi, trouver un petit peu un créneau pour vous dire en gros, comment je vais faire, en sorte que les personnes aillent jusqu'au bout et Oui. une véritable transformation, quoi. Oui, exactement. Ils aillent jusqu'au bout et j'ai envie de dire, c'est aussi, d'un point de vue du formateur, en fait, parce que j'ai vu beaucoup de gens aussi, j'ai accompagné beaucoup de personnes qui, au début enfin, quand elles font les choses, il y a énormément enfin, quand on est entrepreneur, tu le sais aussi bien que moi, il y a énormément d'injonctions, «Fais ci, fais ça», il faut à Mmh. toutes les sauces et du coup, en fait, il y avait pas de plaisir et ça se ressent, en fait. Quand on fait les choses pas par plaisir, bon et en vrai, on fait pas tous les jours donc quand on est entrepreneur, on fait pas tous les jours des trucs qui nous éclatent, hein. Moi, tu me mets dans la compta, clairement, je vais pas te dire, «Waouh, trop bien!» mais il faut qu'il y ait des moments, en fait, qui, suscitent la créativité et quand on est entrepreneur, je pense que c'est la base. Si tu es pas créatif, si tu es pas innovant, tu as pas envie de sortir des idées de ouf de ta tête, bon, bah, c'est que tu as pas tout à fait la fibre pour ça et le problème, c'est que la plupart des gens se disaient: «Il faut que je crée une formation, il faut que je crée une formation». Bah, ouais, mais en fait, ils étaient confrontés à une seule technique. En gros, je vais devoir filmer mon écran ou me filmer moi. Je vais balancer ça sur une plateforme et voilà, ça et il y en a qui sont pas à l'aise devant une caméra, il y en a qui voilà, c'est pas leur truc, même parler, c'est voilà, c'est compliqué. Donc je me suis dit: «Il faut que je trouve une méthode pour faire en sorte que ce soit fun pour eux et plus rapide aussi à créer». Parce qu'il y a pas que la vidéo pour faire des formations, il y a beaucoup d'autres choses et que aussi le fait d'utiliser d'autres leviers que la vidéo, donc que ce soit l'audio, le texte, l'illustration en elle-même, puisse générer des émotions et de la curiosité et de l'envie d'aller cliquer et de découvrir le contenu pour les apprenants. Et que les personnes qui tournent des formations se disent: «OK, bah là, j'ai pas forcément besoin de créer une vidéo. Je vais, grâce à un outil tel que Genially qu'on utilise et il y en a d'autres, mais ça, c'est un des principaux. En fait, imagine une slide, tu as 4 points à partager dans ta formation du style, comment, ben, j'en sais rien moi, comment, illustrer une page de formation, par exemple, je dis n'importe quoi ou comment, faire, telle et telle pratique de yoga, bah, ça se fait en 4 étapes. Bah, tu as 4 points, tu illustres ta page de manière à mettre ces 4 points avec des icônes, des choses, jolies, colorées. La personne clique dessus, clique sur ces 4 points et en fait, ça va décomposer pour elle déjà les 4 points. Donc visuellement, elle va inscrire qu'il y a 4 points quand on veut faire telle action et ensuite quand elle va cliquer dessus, elle aura pas forcément une vidéo, elle peut très bien avoir un audio, elle peut très bien avoir du texte qui lui donne l'information. Ça aura pris moins de temps au formateur pour le partager dans un premier temps et ça permet à la personne d'avoir l'information et de se dire: «OK, bah, là, je vais cliquer. Est-ce que je vais avoir un audio, un texte, une vidéo?» tu Mmh. vois? Et ça crée comme ça, de Petit la effet de surprise et de surprise, l'étonnement. ouais. Ouais, Trop c'est bien, l'idée. trop bien, trop bien. Hem, Ce serait quoi du coup pour toi, l'évolution et ton point de vue, déjà sur le marché infoprenarial entre, 2017 du coup, quand tu as commencé et aujourd'hui? L'évolution que je peux constater, c'est que c'est celle qu'on fait tous. Alors, on a aussi un biais, cognitif parce qu'on est dedans, on a la tête dedans. Bah, toi comme moi, tous les jours, on fait de la veille, tous les jours, on parle à des gens qui sont là-dedans. Donc forcément, on s'imagine que le monde entier est entrepreneur et infopreneur aussi. Bon, il se trouve que je fais souvent du covoiturage ou que je prends le train et que je parle à des gens et quand j'explique mon métier et de l'infoprenariat, bon, ça tilte pas toujours, tu vois? Plus évidemment depuis le Covid, hein, puisqu'on a eu, notre lot de webinaires et de tout ce que tu veux, qui a démocratisé la formation en ligne et le fait que les gens aient du temps et se renseignent sur, OK, comment je peux changer de boulot et qu'est-ce que je peux faire d'autre de ma vie, en fait, pour lui donner du sens? Donc, il y a ça quand même qui est présent et du coup, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que alors ça peut faire peur parce qu'il y a des gens qui veulent se lancer aujourd'hui qui se disent: «Oh mon Dieu, moi je pars de 0» et il y en a, ça fait déjà 10 ans qu'ils sont sur le bazar et ils en vivent pas, mais en tout cas, évidemment, il y a des compétences, mais je pense que ces compétences-là,
Les compétences entrepreneuriales, de toute façon, prennent du temps à acquérir. Ça dépend après du bagage avec lequel tu pars au début. Et ce qui est intéressant dans l'évolution de l'infoprenariat aujourd'hui, je trouve, c'est que ça se professionnalise. C'est-à-dire que les kikis qui, voilà, qui n'ont pas grand-chose à dire, je pense, ou en tout cas qui sont pas, qui vont pas travailler leur côté entrepreneur et véritablement se dire: «OK, comment je prends soin de mes clients?» Le customer care, le fait qu'il y ait, le web est quand même, un petit village. Il y a beaucoup de bouche à oreille quand même qui se Tout le monde se crée. connaît, ouais. On se connaît pas mal, tu vois? Nous, on se connaît par quelqu'un qui connaît quelqu'un qui que voilà. Donc les gens parlent et moi, j'ai vu, et entendu, lors de séminaires, lors de mastermind avec d'autres entrepreneurs, des fois des gens se faire, démonter et c'est des gens qui durent pas. Donc moi, si tu veux, ça fait 8 ans, que je suis dans le game. Donc j'en ai vu aussi pousser comme des champignons, hein, et puis disparaître. Et lui, il est devenu quoi? Ah ben, on sait pas. Il est quelque Mmh. part, on voilà. Donc il y en a qui font donc je trouve que c'est bien parce que, voilà, ça fait le tri. Évidemment, il y a encore un lot de, voilà, de personnes qui ne font pas, je trouve, des choses très éthiques. Et dont j'ai vent, parce que mes clients sont passés par là ou mon audience et ils me disent: «Mon Dieu, j'espère que vous êtes pas comme ça, parce que clairement, j'en ai marre de me faire avoir» et je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un vrai tri et les gens vont être très alertes sur le marketing bullshit, quoi. Ah, voilà, je pense qu'effectivement, ces gens-là sont forts en marketing, genre, même si derrière c'est une coquille vide. Mmh. Bah, justement, j'aimerais bien avoir toi ton point de vue par rapport à ça, par rapport au marketing que tu vois aujourd'hui en 2025 et comment toi, tu arrives justement parce que tu as parlé de, marketing, Ludo-marketing, ludopédagogie. ludo-marketing, donc voilà, comment toi tu arrives justement à sortir du lot grâce à ça? Moi, mon voyage, mon trajet là-dedans, c'est l'éthique et la bienveillance, surtout la bienveillance. Parce que, je trouve que dans le contenu qu'on partage, il y a plusieurs points à prendre en compte. Enfin, en tout cas, moi, tel que je travaille, c'est vraiment de rentrer en résonance dans le cœur de mon audience. C'est qu'ils se disent, bon, évidemment, Isabelle a des choses à vendre, elle a une entreprise, ben, voilà, on n'est pas une association caritative, donc mais c'est une conséquence. La vente est une conséquence pour moi, n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est de révéler des gens, révéler des consciences, se dire qu'on peut faire autrement, qu'on peut, notamment le côté, plaisir, s'amuser et cetera est très important pour moi et donc du coup, c'est quelque chose parce que les injonctions, moi aussi je l'ai beaucoup vécu, j'ai beaucoup voulu rentrer dans des cases, je pense même tout au long de ma vie. Et je ne me suis épanouie que quand, j'ai pété ces cases. Donc du coup, j'aide les gens, à se dire: «OK, comment je peux retrouver ma créativité, un peu mon âme d'enfant?» Et je trouve que le marketing aujourd'hui, peu importe ce qu'on fait comme métier, l'idée c'est justement de reconnecter avec, le côté, enfant de la personne. C'est-à-dire qu'on doit expliquer nos métiers comme si on parlait à nos clients, à la personne qui a 7 ans, 10 ans, tu vois? De nos clients et lui dire: «Oh ben, voilà, tu rencontres tel et tel problème ou tu as envie de faire telle et telle chose dans ta vie sur n'importe quel domaine. Voilà mon approche et comment je te l'apporte», tu vois? En étant en résonance avec, ce côté, cette âme d'enfant, en fait, qui est à l'intérieur de chacun de nous. Bon, bah, une fois qu'on a dit ça, ça fait un peu bisounours si tu veux, mais je pense que, voilà, c'est vraiment pour moi le marketing est vraiment enfin, doit être tourné aujourd'hui vers quelque chose de bienveillant et c'est en ça que le ludo-marketing prend soin des gens. Parce il part de eux, il part d'eux, de ce qu'ils sont en train de vivre, de réfléchir et d'apporter quelque chose d'unique et de précis, en fait. C'est comme ça que tu arrives toi à te différencier peut-être de d'autres Ouais. concurrents ou de Bah, personnes en fait, qui moi, ce font que la je même veux, c'est chose? que ça parte des gens, en fait. C'est-à-dire que le contenu que je partage, déjà, moi, je j'en partage pas énormément de contenu. Je me dis aujourd'hui que le web en est déjà bien rempli. Donc je préfère moins créer du contenu qualitatif plutôt que de m'affoler et de me dire: «Allez hop, vas-y, viens twerker sur TikTok, tu vas voir, ça va avoir des vues». Moi, je me dis plutôt: «Qu'est-ce qui va aider les gens? Qu'est-ce que je peux partager qui va véritablement aider les gens et avec lequel ave un contenu avec lequel ils vont pouvoir entrer en résonance». C'est comme ça que je l'envisage. OK. Donc toi, ton canal, principal, de communication, c'est quoi? C'est Instagram? Non, aujourd'hui, c'est LinkedIn. Encore? On communique LinkedIn? sur Instagram. Ce qui mon canal, on va dire, d'acquisition principale, il y en a 2. Il y a le bouche à oreille et il y a, la publicité et les partenariats. Bon, j'en ai 3 en fait.
Et en pourcentage, c'est quoi? C'est 30-30-30 ou Ouais, il y a quand quasiment, même un ouais. canal OK. Ouais, 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 quasiment. C'est vrai que ça s'est équilibré au début. J'ai quand, voilà, quand j'ai lancé je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'était sur du partenariat et de la pub et puis après, ben, au fur et à mesure, le bouche à oreille est intervenu parce que, ben, je pense que je faisais pas trop de la merde. Mais du coup, ouais, aujourd'hui, ça s'est vraiment équilibré parce que c'est ce qui, voilà, correspond à nos valeurs. Mmh. Alors c'est intéressant parce que tu parles de pub. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs qui sont très réticents à l'idée de faire la pub. Est-ce que tu peux partager ton point de vue? À partir de quand, toi, tu as décidé de faire de la pub? Pourquoi tu as décidé d'en faire? Et quelles sont finalement les conséquences positives derrière tout ça? Ouais. Eh ben, écoute, j'ai décidé d'en faire très tôt. Alors moi, justement, David Veninck, c'est mon mentor depuis le début de mon entreprise, comme je l'expliquais tout à l'heure. Mais et du coup, moi, je suis pas du tout tableau Excel, suivi des chiffres. Oh là là, au début, c'était je te jure, j'ai même pris un coach, hein, pour, j'arrivais devant un tableau Excel et j'avais limite l'envie de tomber dans les pommes. Donc, il m'a aidé à structurer et à suivre mes chiffres pour faire de la publicité et augmenter ma liste de contacts. Pourquoi je suis passée sur la pub? Parce que, ben, comme tout le monde au début de mon entreprise, j'ai fait, voilà, des challenges de, vas-y, on communique pendant 30 jours. Ça me prenait un temps de dingue parce que mon métier, c'est de metteur en scène d'idées et d'illustration. Donc si tu veux, je pouvais pas non plus faire un truc à l'arrache, dégueulasse, et dire à tout le monde: «Bah, regardez, c'est ce que je fais. Mmh, c'est beau». Mmh. Donc ça me prenait un temps de malade pour avoir, allez, 2 likes, 3 commentaires et encore quand j'avais de la chance et c'était en 2018, enfin 2019, machin, donc pas maintenant, accroche-toi. Donc du coup, je me suis dit: «Comment je vais pouvoir développer une liste de contacts, bah, voilà, qui sont intéressés et faire en sorte d'avoir, une communication, une publicité, qui me correspond aussi, qui reflète mes valeurs». Et aujourd'hui, j'ai plein de clients qui sont rentrés dans les formations et qui sont bien contents et qui me disent: «Bah, merci Isabelle d'avoir fait de la pub» et ça leur change en fait le mindset par rapport à ça. Qui se disent, «En fait, si j'avais pas fait de la pub, ils m'auraient pas connue, donc j'aurais pas changé leur vie», tu vois? Donc ils se disent et moi je leur dis: «Bah, c'est pareil pour vos clients. Si vous faites pas de pub, il y a certains qui vont passer à côté de vous et si vous avez de la qualité à apporter, c'est dommage, ils pourront pas en profiter». Donc c'est comme ça que je le vois. Je sais pas si OK. j'ai répondu à ta question du coup, je savais même plus Bah, où. si, tu donnes Ouais? ton point de vue sur la pub. Après, Mmh. chacun a effectivement son avis. Moi, je suis aussi d'accord avec toi sur le fait que, la pub permet, bah, d'être visible, tu vois? Je pense pas qu'il bon, après ça reste mon point de vue, mais qu'il faille, miser à 100 sur la pub. En tout cas, il faut avoir une bonne trésorerie, en tout cas, si tu comptes que sur la pub. Mais aussi la partie, voilà, organique, communauté, créer cette fameuse communauté, c'est super important dans Mmh. une vision moyen long terme. Ouais, exactement. Mmh. OK. Et puis avec la publicité, enfin, tu peux y aller, bon, même si, le le pourcentage d'annonceurs, augmente, drastiquement chaque année et que la part du gâteau est en train d'être divisée en plus de personnes, mais j'ai envie de croire que, bah, pareil pour la communication, pour les pubs, là, tu vois, on est en train de lancer on a notre challenge qui commence, le 16 là, challenge des formateurs innovants. Et moi, justement, on a une agence de pub avec qui on travaille et je leur ai dit: «Ben, je veux vraiment qu'on travaille là sur des axes de pub hyper originaux, quoi». Donc Mmh. là, on est parti sur des scripts où je me suis mais vraiment éclatée, quoi, tu vois? Ouais. Mais vraiment. Mais on en voit de plus en plus et je trouve ça cool, moi, de voir des pubs justement où, Ouais, tu as des mises en scène, ouais, tu as des trucs qui sont humoristiques et tout et je trouve que ouais, ça fait du bien aussi et que ça donne c'est ça, aussi plus envie de cliquer, quoi, clairement. voilà. Et donc je pense que, tu vois, c'est toujours pareil, en fait, dans l'infoprenariat, l'entrepreneuriat ou même dans tout ce qui se passe dans le monde, en fait, il y a quelque chose qui se passe, il y a une réaction qui. Pour moi, en tant qu'humain, j'ai pas toujours un bon a priori sur l'humain parce que bon, on fait quand même bien de la merde, mais on sait aussi être très créatif et amener et rebondir là-dessus sur des choses où voilà, il y a beaucoup de monde. OK, tu dois te faire remarquer. Voilà, mets le paquet au niveau créativité, voilà, tu envoies du steak et puis tu t'éclates. Parce que en fait, finalement, c'est pas forcément faut pas avoir des idées à la Spielberg, tu vois? C'est juste, voilà, ce côté, se reconnecter à son âme d'enfant. Comment je peux faire pour, juste m'éclater, tu vois? Moi, j'ai tourné des vidéos lundi soir là avec mon chéri qui me filmait et à un moment donné, j'ai fait une publicité qui va sortir avec, je sais pas si tu te souviens la pub, Ovomaltine, tu sais, avec un Suisse qui dit: «Ovomaltine». Alors Ça me j'ai dit 10 rien. secondes pour vous dire que qu'Ovomaltine, c'est de la dynamite là et puis à la fin, il explose, tu sais? Et puis il a la gueule, complètement défracte. Et bah, du coup, j'ai fait la même chose avec mon challenge. Je dis: «Bah, j'ai 20 secondes pour vous expliquer que le challenge, c'est de la dynamite» et tu vois, à la fin, j'avais mon bonnet complètement défait, du maquillage et tout, pour,
dire que je me suis pris une explosion dans la gueule, bah, ça m'a éclaté quoi. Mais je me suis amusée comme une gosse, quoi. Donc ça, ce serait pour toi on va dire les meilleurs conseils pour quelqu'un qui, se trouve pas créatif ou du moins qui a envie de se différencier, Bah, on est tous d'essayer de se créatifs, hein. Moi, rattacher je ouais, mais pense, ouais, tu que vois, on l'est tous, mais c'est difficile, je pense pour certains de l'exprimer. ah oui, après faut se laisser aller aussi. Justement, faut enlever le faux dans la faut l'enlever et se dire: «OK, qu'est-ce que je peux faire qui me fait rigoler en fait?» Après bon, bah, je sais tout le monde, n'est pas forcément, drôle ou ça correspond pas. Malgré tout, je sais pas, les gens ils ont envie de rire quoi, que si tu leur Mmh. proposes des trucs, un peu lourdingues à vouloir imposer ton: «Allez vas-y clique», ouais, je sais pas. Oui et puis je pense que le monde, infoprenarial a aussi cassé les codes du monde professionnel aussi en tant que tel, à vouloir être en costume, à vouloir être Bah, le très web carré, très rigide. Ouais. a cassé les codes de tout. On regarde aujourd'hui YouTube, enfin, qui regarde la télé? Enfin, moi, j'ai plus de télé depuis longtemps, mais qui regarde la télé, quoi? Quand tu vois les émissions qui sont passées, qui sont enregistrées sur YouTube, qui sont d'une telle qualité professionnelle, enfin, je veux dire, ils faisaient même pas ça sur des plateaux télé avec des budgets, à plusieurs milliers d'euros. Donc franchement, ouais, on est en train de tout péter en termes de code et l'infoprenariat est une des sources de ça, et il faut en profiter, quoi. Faut y aller, là, c'est je pense il faut plus trop se poser de questions et se dire: «Voilà, qu'est-ce qui peut faire, en fait, dans mon entreprise que je peux, remettre un peu de fun, m'éclater, jouer avec les choses, quoi?» Parce que c'est moi mon prisme aujourd'hui, c'est que quand tu t'es obnubilé par le chiffre d'affaires, ben, ça te bouffe. Alors que si tu te dis que c'est une conséquence de tout ce que je vais mettre en place et de m'amuser et de l'intention que je mets derrière, ben, en tout cas, moi, ça a changé ma manière de gérer mon business, quoi. Et le Aujourd'hui, chiffre tu peux d'affaires s'en est fait ressentir, en plus. ouais, OK. Du coup, aujourd'hui, tu peux, effectivement affirmer que, tu te sens bien, tu te sens épanoui dans ce que tu fais. Tu as enfin trouvé finalement, ce que tu as cherché pendant, presque 33 ans. Ouais, 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 bah, que j'ai cherché, ben, toute ma vie, en fait, si tu veux, le fait d'affiner, mon entreprise, d'apprendre tous les jours. Pour moi, l'entrepreneuriat est la meilleure école de la vie et j'ai pas de regrets parce que c'est pas ma came les regrets, mais par contre, un seul que je pourrais avoir, c'est de pas avoir été entrepreneur plus tôt, quoi. J'aurais aimé que ce soit dans mes cartes, tu vois? Ouais, mais tu as De départ. voyagé, tu as fait d'autres choses qui t'ont aussi, Ouais, j'ai fait d'autres choses. apporté. C'est beh, le chemin est tel qu'il est et de toute façon, il y a pas grand-chose que je regrette, mais j'aurais aimé que ce soit une option qui arrive plus tôt parce que c'est une telle école de la vie. Enfin, je veux dire, tu te prends une claque, il faut que tu remontes tout de suite sur le cheval et c'est bon, quoi. Tu vois? Mmh. Tu pas le luxe de te dire: «Oh machin, on verra plus tard», tout ça et du coup, ça fait grandir très, très vite, en fait. Ouais. Ouais, ouais, Ça fait c'est prendre vrai, des cheveux blancs aussi très, très vite, mais ça aussi. Ce serait quoi pour toi si tu as envie de le partager, mais, le plus grand revers que tu as pu prendre sur le coup et après tu t'es dit: «Bah, en fait, heureusement que j'ai fait ça parce que grâce à ça maintenant, j'ai pu contourner telle ou telle chose ou ça m'a appris telle ou telle chose». Parce qu'on parle ouais. beaucoup de réussite, mais c'est vrai que les «échecs» entre guillemets, on Mmh. évite d'en parler. Est-ce que Ouais. toi, tu aurais un truc à partager par rapport à ça? J'en ai eu beaucoup. Des fois, je me dis, en fait, que j'ai pas eu d'échecs parce que, pour moi, je les considère pas comme des échecs, mais comme des apprentissages et surtout, j'ai pas coulé ma boîte. Donc je me dis que c'est pas un si gros échec que ça. Mais je me suis pris, pas mal de revers dans la tronche et puis je suis quelqu'un de très sensible. D'aucuns pourraient même me qualifier d'hypersensible, même si je commence un peu à me soigner là-dessus. Mais une erreur, enfin une je pense que c'est vraiment une erreur. À un moment donné, après le covid, notamment, ça cartonnait bien, ça vendait très, très bien. Je vais pas, ça c'est clair. Mais du coup, je suis rentrée dans un programme où, si tu veux, on était, qui m'enseignait à scaler mon entreprise, à recruter, à vendre des programmes plus chers, et cetera, et cetera. Donc il y a eu un espèce de pivot en un été où en fait, je me suis dit: «OK, ben tel programme, en fait, il m'amène 80 d'emmerdes et 20 de mon chiffre d'affaires, alors que tel autre qui est beaucoup plus cher, me ramène, voilà, 80 de mon chiffre d'affaires et 20 de seulement de temps et de prise de tête. Donc du coup, je switch, j'arrête celui en fait, qui faisait rentrer des gens dans ce plus gros programme, mais j'en avais pas conscience à ce moment-là et je me suis dit: «Bah tiens, si on part sur le fait de scaler, j'ai bien compris, faut que je délègue le maximum de choses et que je sois dans ma zone de génie, qui est celle de gérer mon entreprise, voilà, dire aux gens, voilà, ce qu'ils doivent faire, machin, créer des process, et cetera, et cetera. Être là sur la com, montrer ma gueule, ouvrir ma gueule, voilà. Donc ça, je faisais
Et le problème, le problème dans tout ça, c'est que voilà, en l'espace de quelques mois, ben, voilà, le chiffre d'affaires, il a bondi. J'étais arrivée à une équipe de 15 personnes. Mmh. Tout c'est mais j c'est comme si j'avais appuyé sur un accélérateur, mais et passé la cinquième en étant, tu vois, de la première peut-être ou de la deuxième à la cinquième. Et du coup, waouh, trop bien, machin, tu vois? Un peu grisant le truc, et le problème, c'est que je faisais plus rien de ce qui me nourrissait, en fait, au niveau créatif. Parce que je faisais plus les coachings avec mes clients. Je ne créais enfin, voilà, il dans les formations et cetera, il y avait pas mal de choses qui étaient déjà tournées, donc il y avait plus trop de création à faire. Et en fait, je me retrouvais à avoir un agenda qui était rempli de réunions d'équipe, de process, de suivi de tableau, de suivi de chiffres. En fait, il y avait plus rien de créatif. Et à un moment donné, le wake up call, ça a été, une ancienne cliente qui galérait sur un truc et cetera, et je lui dis: «Ben, écoute, viens, je te prends, en coaching». Et du coup, ben, voilà, j'étais dans son Geniali, dans les illustrations, la gamification, réfléchir à comment on allait mettre en jeu et en interaction sa formation. Et je te jure qu'au bout d'une demi-heure où je m'éclatais avec elle, on rigolait et tout, je me suis mise à chouiner. Je lui dis: «Mais putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi? Mais c'est ça qui m'éclate, quoi». Et je me suis dit: «Mais là, je m'amuse plus du tout dans mon entreprise». J'ai pas signé pour devenir je sais pas quelle personne de d'administration, je sais pas quoi. Mais là, va falloir recoller à ce pourquoi je suis faite, en fait. OK. Du coup, Ça a été tu as ma dû grosse. virer, pas mal de monde? Eh ben, du coup, ouais, du coup, et puis, du coup, en fait, aussi, au niveau de ce programme, les ventes, elles ont chuté parce que j'avais coupé le robinet, c'est-à-dire l'offre qu'il y avait en dessous dans ma pyramide des offres, qui alimentait le fait qu'il y ait des personnes qui étaient arrivées à un certain stade et qui voulaient ensuite passer à la suite. Mais quand tu vas chercher des personnes qui sont froides, en pub sur les réseaux sociaux et que tu les fais directement atterrir sur la dernière marche de ta pyramide, bon, bah, Plus ça compliqué, ouais. c'est plus compliqué, quoi. Surtout que c'était un programme à 6 000 ou 7 000 €. Bon, c'est plus la même chose, en termes de marketing. Et du coup, ben, voilà, j'ai mis le programme en pause et puis je suis repartie sur autre chose. Et puis, ouais, l'équipe, j'ai gardé quelques personnes, mais je me suis séparée de la plupart des personnes, ouais. Et d'ailleurs, est-ce que c'est un truc qui a été dur pour toi ça de te séparer de tes personnes? Ou, c'est un truc où tu es assez à l'aise avec ça et Non, ah c non, non, c'est hyper dur. C'est ouais? hyper dur. Moi, je suis hyper dans l'émotion, dans le Mmh. voilà, même le copinage un peu, tu vois? Enfin, je veux dire, les gens avec qui je bosse, c'est des partenaires. Je les vois pas comme quelqu'un qui bosse pour moi. Ils bossent avec moi, et j'ai à cœur, de les aider aussi à grandir dans leur business. Donc, non, non, c'est tout sauf simple. Ça va mieux. Maintenant, ça va mieux parce que, ben, quand tu le fais plein de fois, forcément, enfin, au fur et à mesure, tu te dis: «Bon, ben, voilà». Et puis, il y a des manières de le faire. Bien Et sûr, puis, ouais. en face, Ouais. j'avais des personnes qui étaient plutôt intelligentes. Après, il y a de la recommandation et cetera, et puis il y en a que j'ai gardé, mais pas en termes d'équipe, à proprement parler, quoi. Mmh. OK. Bah, en tout cas, ça je pense que ce partage, peut faire écho et va faire écho parce que moi, je l'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Des personnes qui voulaient scaler parce que c'était le la mode de scaler, de faire l'entreprise en croissance, de manière même exponentielle et qui finalement, se retrouvent plus dans qui elles sont et font, machine arrière, quoi. Ils veulent un truc peut-être, moins grand, mais comme tu dis qui où tu prends du plaisir à le faire, quoi. Donc faut pas être biaisé aussi par le chiffre d'affaires et l'argent, quoi, concrètement. Ouais, c'est quand tu as tout ça, tu te dis que tu as touché, tu vois, du bout du doigt, le succès que tu étais venu chercher, en fait. Donc ça flatte beaucoup l'ego, c'est pour ça qu'on y va. Mais sauf que en fait, quand tu as le nez dedans, et surtout quand tu te rends compte du quotidien, parce que c'est surtout ça, en fait, hein. Je veux dire, sur le papier, c'est très joli, hein, de faire des millions, et puis, d'avoir une grosse équipe et de se sentir important et que des décisions. Mais, le poids sur les épaules, il est énorme parce que t'as pas intérêt de trop te tromper parce qu'il y a déjà il y a des gens, tu vois? Bah, c'était ça aussi, c'était la pression de se dire: «OK, ben, il y a des personnes qui comptent sur moi, en fait, qui ont des enfants, des familles, et tout ça. Donc il faut que ça tourne, il faut que les clients, quoi, soient contents». Enfin, alors voilà, c'était la farandole des il faut. Et si tous les matins tu te lèves avec, cette farandole-là, je pense que tu pas au bon endroit, en fait. Mmh. En tout cas, moi, c'est pas la vie que je veux mener. C'est pas pour ça que j'ai signé, quoi. Et Yes. aujourd'hui, je peux très bien faire, enfin, avoir le succès, que dont je rêvais, sans avoir à me griller ou à faire des choses que j'ai pas envie de faire, en fait. Donc là, concrètement, 2025, on peut dire que, tu es fier de toi? Ouais.
Ouais, carrément, ouais. Forcément, tu as envie de faire d'autres choses après, mais en l'état actuel, est-ce que tu aurais pu imaginer, en être là aujourd'hui? Bah, écoute, je poursuivais ce rêve, mais je savais en tout cas, si je regarde, ne serait-ce qu'au tout, tout début en 2017 quand j'ai monté ma boîte, là où j'en suis, hem je pensais pas. En fait, je pense qu'il y a une partie de moi qui pensait pas du tout en être là. OK. Ne serait-ce qu'au niveau de la surtout du mindset et de la posture, quoi. Mais c'est un vrai trajet. J'imaginais que ça pouvait être le cas, mais voilà. Ou en tout cas, je pensais pas que ce serait comme ça. Je pensais pas que j'aurais cet épanouissement-là à me dire tous les jours: «Bah, putain, je fais quelque chose que je kiffe de ouf, quoi». Ouais, c'est bien. Au moins, ça montre que, c'est possible. Vous êtes pas Oui, obligé de faire un taf de merde qui vous emmerde tous les jours, c'est que ce soit clair. salarié ou même entrepreneur. C'est ça Ouais. Ah oui, qu'on parce veut qu'il y a dire. bien d'entrepreneurs qui sont malheureux, qui sont même peut-être plus malheureux que certains salariés, hein. Exact. Trop bien. Écoute, on est sur la fin. Je vais te proposer un mini-jeu parce que moi aussi, c'est plus ou moins ludique et du coup, je vais te J'adore poser moi des jouer. petites questions en vrac pour essayer, voilà, d'apprendre un peu plus, la Isabelle au quotidien. OK, L'idée, c'est d'être le plus spontané possible. Bon, il y ouais. a pas de questions pièges, t'inquiète pas, hein. Ah bah, écoute, Est-ce j'ai que fait de tu es l'impro prête? moi, tu sais donc Ouais, je me doute que tu vas être à l'aise a avec tout ça. Alors si tu prends un petit déj, tu es plutôt salé ou sucré? je suis plutôt rien en fait, je prends pas de petit déj. Je me fais Voilà. avoir à 50 du temps parce que les gens ne prennent pas de petit déj. Mince, OK, Mais je préfère le salé, ouais, je préfère le salé, s'il faut choisir. OK. Ton film ou ta série préférée? Ma série, alors j'aime beaucoup, Suits. Je suis une invétérée de Friends. Je l'ai vu des millions de fois. Voilà et puis mon film préféré, c'est The Notebook, une histoire d'amour. OK. Tu es plutôt mer ou montagne? Montagne, j'y habite. Matin ou soir? Soir, Tu préfères, lire un livre ou écouter un podcast? écouter un podcast. Intérêt à écouter celui-là alors. Je vais me le réécouter avant de dormir. J'aime bien m'entendre, tu sais, j'ai un ego Voilà, assez important, Tom, donc je c'est m'écoute pour tous les nourrir jours, en la fait. confiance en soi. C'est ça. Thé ou café? Thé, Quand tu veux te détendre, tu préfères faire du sport ou être, allongé sur ton canapé? faire du sport. Moi, je suis une droguée au sport. Tu préfères travailler dans le silence ou avec de la musique? Avec de la musique douce, si possible. Plutôt organisé ou freestyle? Moi, je suis un peu des 2, hein, mais j'ai un penchant pour le freestyle. Tu préfères 1 million cash maintenant ou 10 000 € par mois à vie? 10 000 € par mois à vie. Trop bien. On n'émet pas de jugement, c'était juste, voilà, les petites questions en vrac. On est sur la fin, la dernière question que je vais te poser, enfin, c'est même pas une question en soi, c'est est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Un truc sur lequel tu aimerais rebondir ou un truc dont on n'a pas du tout parlé? Ben, C'est le moment. écoute, pas forcément, moi, je trouve qu'on a abordé pas mal de sujets. On a passé beaucoup de temps sur ma vie, mon œuvre, mais c'était intéressant, et je te remercie, Tom, parce que, ben, j'ai pas forcément l'occasion, tous les jours de parler de tout ça et ça m'a replongée dans, memory lane, donc c'était cool et par rapport à la ludopédagogie, au ludomarketing qui est mon expertise, évidemment qu'on pourra en parler encore, très longtemps, mais je pense qu'on a fait le tour du sujet, en tout cas, c'est après les personnes qui veulent, en savoir plus, ils peuvent, venir sur notre site et justement faire des quiz, faire des jeux et découvrir tout ça, en le vivant par eux-mêmes. Ouais, de toute façon, effectivement, on mettra en commentaire les différents liens et hem et puis voilà qu'ils hésitent pas justement à te contacter, à prendre conscience aussi qu'effectivement, hem, tout ce qui est gamification je préfère le mot gamification, c'est plus facile pour moi à dire que ludo, à chaque fois je bégaye. Ouais, OK, Mais, voilà, ça que, marche aussi. c'est super important en 2025 et même dans les années à venir pour justement, faire du business un jeu pour vendre en fait derrière. Enfin, faut qu'ils se rendent compte que derrière après c'est beaucoup plus simple de vendre en fait et c'est beaucoup plus naturel aussi. Et ça, les gens, il faut qu'ils le prennent conscience parce que c'est super important. C'est plus naturel et puis je trouve que ça se ressent aussi dans le contenu que dans le contenu que les gens font, quoi. Je vois des fois des vidéos, même en publicité ou même en formation, quand tu vois que la personne elle est crispée, on dirait qu'elle a un bâton, bien calé et ben, tu pas bien, quoi, tu pas bien pour cette Mmh. personne, quoi. Tu te dis: «Mais qu'est-ce que tu fous là, en fait? Enfin, partage-moi de». En fait, notre job en tant qu'entrepreneur et surtout quand on est dans de la formation et du partage de connaissances, je trouve que c'est de donner envie, en fait, aux gens de venir dans notre univers et de le faire en leur disant: «Bah, viens, c'est chouette, c'est fun», pas en faisant la gueule ou en étant crispé pour le faire, quoi. Enfin, je c'est OK. c'est de l'anti-vente à souhait. Yes, trop bien. Bah, ça sera le mot de la fin.
Yes. Merci beaucoup Isabelle, je te souhaite tout le meilleur et puis on se dit à bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao.